Bonjour à tous et bienvenue pour ce live NFP du 8 juillet 2016. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui donc vendredi 8 juillet, c'est la dernière séance de la semaine. Comme à chaque début de mois, nous avons les chiffres mensuels de l'emploi américain, les fameux NFP pour Non-Farm Payroll. Nous allons donc aujourd'hui faire un état des lieux de la situation, des chiffres attendus, des graphiques et puis à 14h30, nous allons ensemble constater, décrypter les réactions de marché, principalement sur les indices, le forex et les matières premières. Bienvenue à tous et je salue également tous ceux qui regardent nos vidéos sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Alors, comme à chaque émission, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite, comme à chaque émission, à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Alors, dans cette émission, nous allons voir quels sont les chiffres attendus pour ces fameux NFP. Nous allons voir quels sont leurs impacts potentiels. Nous allons passer en revue des actifs impactés en live sur des graphiques en données 4 heures principalement. Et puis, bien évidemment, n'hésitez pas à me poser des questions tout au long de cette émission. Dans un premier temps, je vais décrypter les réactions de marché, vous parler des graphiques, vous parler des chiffres. Et puis, au fur et à mesure de l'émission, vous pourrez, si vous le souhaitez, me poser des questions sur toutes sortes d'actifs, sur l'analyse technique, sur le money management ou autre. N'hésitez pas, c'est la dernière émission de la semaine et je suis à votre service. Alors, en termes d'attente, donc ces fameux chiffres mensuels du chômage américain, donc on attend un nombre de créations d'emplois à 174 000. Alors, sur la plateforme de CMC Markets, vous pouvez voir qu'on attend 175 000, ça a un petit peu changé. Sur Bloomberg, ce matin, le dernier consensus donnait 180 000. Donc voilà, on va dire qu'on attend un NFP dans une fourchette 170-180 000 créations d'emplois contre seulement 38 000 créations d'emplois précédemment au mois de juin. Le taux de chômage américain, lui, est attendu en baisse à 4,7%. Il était à 4,8% le mois dernier et on attend donc encore une amélioration sensible de ce taux de chômage. Et puis les salaires qui ont été en hausse de 0,1 à 0,3 sur les 3 derniers mois, de nouveau, ces salaires sont attendus en hausse de 0,2% comme le mois dernier. Et puis vous noterez qu'en parallèle, nous aurons le taux de chômage qui sera publié au Canada, auquel cas on pourra avoir des mouvements sur le CAD, le dollar canadien. Alors, en théorie, par rapport aux chiffres qui vont être publiés, un chiffre en ligne avec les attentes signifierait que le mois dernier, nous avons eu affaire à un trou d'air. C'est le scénario, en tous les cas, défendu par la Fed et notamment par sa présidente Janet Yellen. En effet, les États-Unis créent entre 150 et 250 000 emplois depuis 2 ans. Or, le mois dernier, alors qu'on attendait 150 000 créations d'emplois, il n'y a eu que seulement 38 000 créations d'emplois. Donc au mois de mai, on avait eu des chiffres américains en amélioration. Début juin, on s'attendait à ce que le NFP soit bon et qu'il plaide pour une hausse de taux potentielle au mois de juin ou au mois de juillet. Mais ce chiffre ayant été très en deçà des attentes, cela a complètement repoussé le potentiel de hausse de taux aux États-Unis. Et désormais, d'après les futurs des Fed Funds, la probabilité d'une hausse de taux en 2016 est inférieure à 50%. La prochaine hausse de taux, pour tout vous dire, est même attendue en 2018 seulement. Mais ces derniers jours, on a eu des bons chiffres économiques, de très bons ISM, un bon chiffre de confiance des consommateurs. Donc si nous avions un chiffre supérieur à 150 000 créations d'emplois, donc un bon chiffre pour l'économie américaine et la politique monétaire américaine de la Fed, les indices pourraient s'apprécier.
Attention au piège, néanmoins, la réaction première aux chiffres peut s'inverser rapidement. Souvent, on voit un pic haussier puis une correction baissière ou un pic baissier puis une correction haussière. Cela veut dire que la première réaction n'est pas toujours la bonne et c'est la raison pour laquelle nous faisons cette émission. Entre 14h15 et 14h30, on décrypte un petit peu à quoi s'attendre et à 14h30, on va constater les décalages de marché qui parfois peuvent être violents et piégeux. Le but, bien évidemment, n'est pas de trader à toute vitesse dès 14h30 et la publication du chiffre. Le but, c'est justement entre 14h30 et 15h de voir quelles sont les réactions de marché, s'il y a des pièges ou non, est-ce que des tendances se dessinent. Et puis à 15h30, vous avez l'ouverture américaine et ce soir, on aura la clôture journalière qui sera d'importance. Toujours dans la rubrique Attention au piège, je vous mettais un très mauvais chiffre impliquant un changement de cap de l'économie US pourrait effrayer. Si de nouveau on avait un NFP à 50 000 créations d'emplois, eh bien cela pèserait énormément sur le scénario de hausse de taux de la Fed. Ça pourrait faire changer de cap la politique monétaire américaine et cela montrerait donc que les officiels n'ont pas vraiment la main sur la situation économique et que leurs prévisions n'étaient pas forcément justes. Nota bene pour finir, les créations d'emplois étaient en moyenne de 200 000 créations sur 2014-2015, donc il faut quand même noter que la donne est potentiellement en train de changer. En janvier 2016, on avait 260 000 créations d'emplois et depuis ce bon chiffre du mois de janvier, les créations d'emplois n'ont fait que baisser continuellement sur les 6 derniers mois. Donc voilà, ce chiffre publié début juillet pour le mois de juin sera d'importance. Ça va nous donner le tempo pour l'économie américaine. On va prendre le pouls de l'économie américaine et cela nous aidera à réfléchir sur ce que pourrait faire la Fed dans les mois à venir. À noter enfin qu'une forte hausse des salaires serait quant à elle bien vue, tout comme les mois précédents. Voici les graphiques que nous allons étudier. Donc ce sont des graphiques horaires. À gauche ici le SP500 en données 4 heures, à droite le CAC en données 4 heures. Pourquoi est-ce que j'utilise des graphiques en données 4 heures? Eh bien c'est parce que cela permet de prendre du recul sur 1, 2, voire 3 semaines. Ça permet de mettre en avant des niveaux 4 heures et des niveaux journaliers qui sont des niveaux d'importance. Ainsi, on se laisse moins avoir par de potentiels signaux horaires, des cassures de niveau intermédiaire. Je préfère me focaliser sur des seuils d'importance afin de valider ou non des signaux ou des inversions de tendance. On va passer sur la plateforme de CMC Markets. Mais avant de passer directement au graphique, je voulais vous montrer deux choses. La première, c'est sur le site de CMC Markets dans la rubrique formation. Vous pouvez retrouver tous les rendez-vous de ce mois-ci. On est au mois de juillet, donc il y a un petit peu moins de rendez-vous que d'habitude. À partir de lundi 10h, vous pouvez me retrouver pour la matinale de CMC Markets, notre rendez-vous quotidien. C'est le même lien tous les jours. Et puis, mardi prochain, il y aura un webinaire d'introduction au money management. Et le 21 juillet, on aura un live BCE et le 27 juillet, un live Fed. Et puis, deuxième information à vous donner avant de passer au graphique, ce sont les analyses que j'ai publiées aujourd'hui sur le site de CMC Markets et que j'ai relayées sur mon compte Twitter. Vous avez un papier qui s'appelle « Un trader averti en vaut deux ». C'est un décryptage de l'actualité sur les banques centrales, les sociétés bancaires et le Brexit. Ensuite, je vous ai fait une analyse sur les GAFA. Les GAFA, ce sont les géants du numérique aux États-Unis, Google, Amazon, Facebook et Apple. Et puis, j'ai rédigé une analyse de long terme sur la livre qui s'appelle « Du pessimisme naissent les marchés haussiers ». Je vous laisse découvrir ces papiers après notre émission Live NFP. Donc justement, ces fameux graphiques 4 heures, les voici. Nous avons ici en haut à gauche le SP500 en données 4 heures. Ici au milieu le CAC 40 en données 4 heures. À droite, ici vous avez la paire USD-Yen. Donc le SP500, le CAC et l'USD-Yen, ce sont des actifs qui vont réagir à la hausse s'il y a de l'appétit pour le risque et réagir à la baisse s'il y a de l'aversion pour le risque. Et puis ici, les graphiques du bas, c'est le pétrole, WTI, l'euro-dollar
et l'or. Et ça, ce sont des actifs qui vont plutôt réagir au mouvement du dollar américain. Donc, si le dollar américain venait à être recherché, on aurait des baisses sur le pétrole, l'euro-dollar et l'or. Si au contraire, le dollar américain perd du terrain, recule nettement, on pourrait voir le pétrole rebondir sur son support à 45 dollars pour tenter un rebond technique. On pourrait voir l'euro tenter de passer de son bas du range ici à 1,1030 vers la zone des 1,12. Et on pourrait voir l'or casser sa ligne de tendance baissière en place depuis 48 heures vers de nouveaux records. Enfin, déjà dans un premier temps vers les précédents records ici à 1375, puis voir de nouveaux records. Donc voilà, ça va être intéressant de voir les réactions du marché. La statistique va être publiée dans à peu près 3 minutes. Alors Thierry me demandait tout à l'heure, est-ce que le décalage le plus fort aura lieu sur le SP500 ou le Dow Jones? Thierry, ces deux indices-là sont les deux principaux indices américains, ils sont très corrélés et il n'y en a pas un qui est généralement plus rapide que l'autre. Gilles me demandait si l'argent est réactif à ce genre de statistiques. En fait, l'argent et l'or sont réactifs au NFP car ils sont cotés en dollars. Étant donné que le NFP a un impact fort sur la politique monétaire américaine, eh bien, cela a un impact fort sur le dollar. Et qui dit hausse ou baisse du dollar, dit décalage haussier ou baissier à l'inverse sur les métaux précieux que sont l'or et l'argent. Thierry me dit, le NFP, est-ce que cette statistique est un bon indicateur pour anticiper ou non une récession ? Eh bien Thierry, oui, on peut dire que ça fait partie des indicateurs intéressants à suivre aux États-Unis. On se doute bien que si le taux de chômage augmente, si le nombre de créations d'emplois baisse, eh bien cela signifie qu'il y a un certain ralentissement économique. Bien évidemment, pour anticiper, pour analyser un scénario récessif aux États-Unis, il faut également regarder les chiffres d'affaires et les résultats nets d'entreprise, ainsi que les indicateurs économiques comme l'ISM. Et bien évidemment, très important aux États-Unis, il faut regarder la confiance des consommateurs et la consommation des consommateurs, car l'économie américaine est très portée sur elle-même. 2/3 du PIB américain dépend de la consommation intérieure. Donc j'ai répondu à vos questions. Pour tous ceux qui auraient des questions, n'hésitez pas à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de vos écrans. Alors ce qu'on a pu constater ces dernières séances, c'est que les indices américains étaient particulièrement forts. Lundi, les US étaient fermés. Mardi et mercredi, comme en Europe, on a eu une consolidation des cours. Puis on est remonté jeudi. Et voilà, le chiffre sort, oh là là, 287 000 créations d'emplois, donc c'est un chiffre bien supérieur aux attentes. Très bon chiffre, ça veut dire que l'économie américaine est en forme. Ça va plaider de nouveau pour une possible hausse de taux aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Je ne serais absolument pas étonné avec un tel chiffre qu'on nous parle de nouveau désormais de hausse de taux potentielle aux États-Unis en 2016. Vous verrez cela ce soir et on en reparlera lundi dans la matinale. Mais avec un tel chiffre, eh bien, les Fed Funds devraient théoriquement nous montrer que la probabilité de hausse de taux en 2016 et 2017 surtout a fortement augmenté. À noter un petit bémol, c'est le taux de chômage. Le taux de chômage est ressorti à 4,9%. Le précédent était à 4,7% et la prévision était à 4,8%. Donc le taux de chômage est monté un petit peu plus que prévu. Mais je pense que les opérateurs vont se focaliser principalement sur ce chiffre, près de 300 000 créations d'emplois. Donc c'est un chiffre qui vient complètement annihiler le chiffre du mois précédent, 38 000 créations d'emplois, qui était un chiffre très mauvais par rapport à la moyenne. Donc voilà, grâce à ce chiffre, les États-Unis nous montrent qu'ils ont toujours un marché du travail dynamique, qu'ils créent de l'emploi, qu'ils ont un taux de chômage inférieur à 5%. Et cela, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les États-Unis. Le seul petit facteur
pesant un petit peu sur les indices, si vous voulez, c'est que ce chiffre est tellement bon qu'il va faire que les estimations de hausse de taux devraient grimper assez rapidement. Et qui dit hausse de taux aux États-Unis dit petite pression sur le marché action américain. Donc ce que l'on peut constater, c'est que le dollar est particulièrement recherché. Vous voyez ici à droite la paire USD-Yen qui rebondit sur son support des 100,20 dont on parlait ce matin. Je parlais de cette paire également ce matin dans une interview sur TV Finance et j'expliquais qu'on était sur une zone de soutien, la zone des 100-101 yens. On était sur support en données 4 heures et donc avec un bon chiffre ici, on a une hausse du dollar contre le yen. On a également donc l'euro-dollar qui pâtit du raffermissement du dollar américain qui tente de casser les 1,1020. Alors faites attention tout de même, il faudra que cette cassure soit effective en données 4 heures. On peut très bien faire une petite mèche sur les indices puis réintégrer ce range entre 1,1030 et 1,12 et y rester. On va voir comment ça se passe dans les minutes à venir. Le pétrole, lui, il est un petit peu coincé entre deux facteurs. Un facteur positif qui est la hausse des indices, et quand les indices montent, les actifs risqués comme le pétrole ont tendance à être recherchés, et un facteur négatif, le raffermissement du dollar qui pèse bien évidemment sur tous les actifs cotés en dollars comme le pétrole. Donc le pétrole, lui, ne bouge pas, l'effet est un petit peu contrecarré comme ça avec un effet baissier, un effet haussier. L'euro-dollar, lui, il est passé de 1,1080 à 1,10. Il se cherche sur cette zone des 1,10, 1,1020. Comme je vous le disais, on verra si cette zone casse nettement. Si tel n'est pas le cas, on peut aussi assister à une continuation de la latéralisation. Et puis l'or, j'en parle depuis le début de la semaine et depuis le début de la semaine, je vous explique la même chose. L'or est vraiment un actif qui est très recherché en 2016. On est dans une tendance haussière manifeste, très belle. Néanmoins, l'or a tendance à monter en crabe. Il a tendance à faire 3 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant, 2 pas en arrière et ainsi de suite. Ce que j'expliquais sur l'or ces dernières séances, c'est qu'on avait gagné 170 $ en l'espace de 5 semaines. C'est que l'or était beaucoup monté parce que les taux obligataires avaient plongé dans le rouge et là il se stabilise. L'or également était monté parce qu'il y avait de l'aversion au risque sur les marchés. Donc forcément aujourd'hui dans une séance où les actifs risqués s'apprécient, les indices sont recherchés, eh bien l'or a tendance à être délaissé. Donc voilà. Tant qu'on est sous le top ici sur l'or, on peut assister à une consolidation des cours. Est-ce que les cours vont revenir vers 1330 ou vers 1300? On verra cela dans les séances à venir. En tous les cas, ce que j'expliquais, c'est que on venait de gagner 170 $, on était sous résistance, donc le timing ici n'était pas forcément optimum en ce milieu de semaine pour ceux qui voulaient jouer la hausse de l'or. Donc voilà pour l'or. Pour l'euro-dollar, donc comme je vous l'explique, c'est pas forcément un message très fortement baissier que l'on constate. L'euro-dollar se cherche depuis le Brexit. Ça fait à peu près 10 jours qu'il est dans un range compris entre 1,0975 et 1,12. Vous voyez que le raffermissement du dollar a fait baisser la paire euro-dollar très rapidement. Néanmoins, on a frôlé les 1,10 et on se stabilise au-dessus des 1,1020. Donc pour le moment, on ne peut pas parler de signal baissier et de breakout sur l'euro-dollar. Donc voilà, on a le pétrole qui se cherche, l'euro-dollar qui a mis un mouvement à la baisse mais qui se stabilise, et puis on a l'or qui est victime de prise de bénéfices puisqu'il y a de l'appétit pour le risque et une hausse du dollar américain. Sur les indices, on peut constater donc que le SP500 est en train d'attaquer ses plus hauts de la semaine. Il faut tout de même faire attention. Rapidement, on a fait une mèche haute sur les 2115. N'oublions pas que nous sommes sur les plus hauts annuels. Les plus hauts annuels sont ici, les plus hauts historiques sont là. Donc voilà, depuis le Brexit, ici, on a eu un peu d'aversion au risque lundi dernier, puis les indices américains ont été particulièrement recherchés. Ils ont consolidé en ce début de semaine et pour l'instant, c'est les acheteurs qui gardent la main
Tant qu'on est au-dessus de l'oblique ici qui passe par tous les plus bas depuis à peu près une semaine, les indices américains sont haussiers et peuvent potentiellement aller plus haut. Donc là, bien évidemment, on est en train de travailler une zone de résistance. Est-ce qu'on va passer ou non? Les acheteurs se cherchent. Je vous rappelle qu'il est 14h36, qu'à 15h30, on aura l'ouverture des États-Unis et on devrait avoir ainsi l'arrivée de nombreux traders. A priori, pour le moment, c'est un très bon chiffre qui a été publié. Les marchés sont plutôt dans l'appétit pour le risque et donc, pour le moment, eh bien, on ne va pas forcément littéralement exploser à la hausse, mais a priori la pente haussière pour l'instant est préservée et donc on peut continuer théoriquement de monter. Comme je l'ai expliqué à de nombreuses reprises, oui, il y a une crise en Europe, il y a de l'incertitude politique, il y a des problèmes avec les bancaires, il y a des soucis en Italie, notamment avec les bancaires, mais aux États-Unis, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de Brexit, il n'y a pas de facteurs négatifs forts. Donc pour l'instant, les États-Unis sont dans un marché haussier à long terme, à moyen terme et à court terme. Et tant que les supports tiennent, il ne serait guère étonnant de voir les plus hauts annuels, voire les plus hauts historiques, être ralliés. Est-ce qu'on va le faire aujourd'hui ou est-ce qu'on va se stabiliser suite à ce chiffre très bon? Nous allons voir cela dans les heures qui viennent. Comme je vous l'expliquais, c'est un bon chiffre pour l'économie américaine, mais si les estimations de hausse de taux augmentent très nettement, eh bien cela a aussi un petit effet négatif qui vient peser sur les cours des actions américaines et c'est ce qui fait que la hausse n'est pas si puissante. Sur le CAC 40, donc le jour du Brexit, on a fait un point bas à 3950. On est revenu tester cette zone de prix le lundi suivant, puis on est parti très puissamment à la hausse par la suite pour toucher 4300. En ce début de semaine, on a consolidé sous résistance. Mardi et mercredi, on a eu de l'aversion au risque sur les marchés à cause de la consolidation du pétrole, à cause des bancaires en baisse, à cause des incertitudes politiques liées au Brexit. Et puis là, depuis mercredi soir, on a touché des supports. On s'est repris jeudi, on est revenu tester les supports ce matin. Dans la matinale de ce matin, je vous expliquais que les supports étaient préservés, que les objectifs haussiers étaient maintenus tant que les supports tenaient. Donc les supports tiennent, on est allé chercher les plus hauts d'hier à 4168, on est en train de les dépasser a priori. Il faudra que cette cassure soit effective en cours de clôture à 17h30, voire même à 22h sur les marchés futurs. Et si la pente haussière permet de se maintenir, la prochaine résistance technique se trouve à 4200 points, soit les plus hauts ici touchés lors du Brexit. C'est une résistance intermédiaire sous laquelle on avait bloqué aussi le 29 juin et sur laquelle on a pris appui le 30 juin. Donc le prochain niveau technique, ce sont les 4002. Et au-dessus des 4002, ce sont les 4003 du début de semaine. Et en cas de cassure des 4003, l'objectif théorique, c'est de revenir vers les 4500, 4530, soit les plus hauts de fin mai et de la mi-juin. Par contre, bien évidemment, si à tout moment les vendeurs prennent la main et que l'on casse l'oblique ici qui passe par tous les plus bas, cela annihilerait bien évidemment les scénarios haussiers. Mais pour l'instant, force est de constater que les acheteurs ont la main, la hausse continue. Donc vous comprenez la raison pour laquelle la matinale d'hier s'appelait aucun signal baissier à l'horizon et la matinale du jour s'appelait les espoirs haussiers restent permis. Donc voilà, les indices US sont bien orientés, le CAC 40 est bien orienté, voyons si cela tient jusque la clôture européenne, puis ensuite la clôture ce soir à 22h, mais en l'état, nous avons plutôt un marché d'appétit pour le risque, avec des indices qui se tiennent bien, avec l'USD-Yen qui reprend un petit peu de poil de la bête. Le pétrole est très peu volatile, l'euro-dollar est un petit peu sous pression à cause de ce raffermissement du dollar américain. Quant à l'or, eh bien l'or, on a eu une baisse de 20 $ assez rapide et puis là on est en baisse de 13 $ par rapport aux 1360. Il n'est pas dit que l'or baisse particulièrement fortement, mais voilà, avec de l'appétit pour le risque sur les indices et un raffermissement du dollar, bien évidemment, l'or reste sous pression.
Alors, Olivier nous dit, mais ce chiffre compense à peine celui du mois dernier. Olivier, 287 000 créations d'emplois plus 38 000 créations d'emplois, ça fait à peu près 320 000 créations d'emplois. Divisé par 2, ça fait 160 000 créations d'emplois pour juin et pour mai. Donc, on est dans les moyennes historiques des 2 dernières années, autour de 160-180 000 créations d'emplois. C'est donc un très bon chiffre qui compense largement celui du mois dernier. Pascal me dit « Bonjour Nicolas, le taux de participation a augmenté à 62,7%. Est-ce bon signe pour la croissance américaine ?» Alors, les chiffres de l'emploi sont pas particulièrement permettent pas forcément des anticipations fortes de la croissance américaine. Néanmoins, ça nous laisse entendre que le marché de l'emploi est solide aux États-Unis et que la Fed, prenant note de ce facteur, pourrait potentiellement nous dire qu'elle va monter les taux. Donc que ce soit le taux de participation qui a augmenté ou que ce soit le nombre de créations d'emplois qui était très bon, ce sont des bonnes choses, des bons facteurs. Le seul facteur un petit peu négatif, c'est que le taux de chômage est remonté au-dessus de ce qui était attendu. Bonjour Philippe qui nous dit bonjour de la République dominicaine. Écoutez Philippe, très content de vous retrouver à longue distance. Ensuite, Manuel Texera nous dit « Plus de récession pour les US donc ». Ah non, pas du tout. Vous n'y êtes pas du tout là, Manuel. C'est une extrapolation de mes propos que vous faites. Là, je suis en train de vous expliquer qu'à très court terme, ce chiffre plus les chiffres des dernières semaines nous montrent que l'économie américaine ne va pas si mal. On avait des chiffres qui étaient en forte détérioration et là, ils s'améliorent un petit peu. Mais ça ne change absolument rien du tout, mais rien du tout, au fait que les États-Unis soient dans un haut de cycle économique. On peut très bien avoir 3, 4, 5 mois, 6 mois d'amélioration de l'ISM, de la confiance du consommateur, du PIB et du chômage américain, sans pour autant que tous les indicateurs macro reconvergent à la hausse et dépassent leur plus haut des derniers trimestres. Là, je vous parle d'une amélioration sensible à court terme d'une partie des composantes de l'économie américaine. Je ne suis pas en train de vous dire que l'économie américaine est en train de repartir, qu'ils vont créer des emplois, que tout va bien dans le meilleur des mondes, et donc que les taux vont être montés plusieurs fois. Si l'économie américaine allait si bien, alors que la Fed nous a dit en début d'année qu'elle monterait les taux 3 ou 4 fois, pourquoi ne l'a-t-elle pas, alors que nous sommes au mois de juillet? Pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas fait une seule fois? Eh bien, c'est parce que les Américains savent très bien que la reprise en cours, c'est une reprise sensible et une reprise qui peut très rapidement s'estomper. Vous remarquerez en plus que ce soit dans les scénarios techniques ou que ce soit dans les scénarios de moyen terme, je vous explique, et pour ceux qui suivent mes émissions au quotidien, j'espère que c'est compréhensible, mais depuis 3 mois, je vous explique tous les jours qu'il y a des problèmes en Europe et que les indices européens sont dans des tendances baissières depuis 1 an et que les indices européens peuvent donc continuer de chuter. Ça, c'est un fait. Parallèlement à cela, ça ne m'empêche absolument pas à court terme, techniquement parlant, de vous montrer que le CAC 40 tient ses supports, qu'il est haussier et qu'il peut monter. Donc macroéconomiquement parlant, j'ai des facteurs baissiers sur l'Europe. Et du coup, quand les indices européens remontent fortement vers des résistances comme la zone des 4500-4600, eh bien je redeviens très prudent et je surveille d'éventuels signaux baissiers. Par contre, quand on revient vers les supports comme les 4000-4100, étant donné que les banquiers centraux sont toujours là en soutien, eh bien je suis haussier comme l'analyse technique me dit de l'être. Eh bien sur les États-Unis, c'est la même chose. À moyen terme, on est potentiellement sur un haut de cycle qui pourra, d'ici 6, 12 à 18 mois, engendrer une récession aux États-Unis. Mais à court terme, une amélioration sensible des chiffres économiques me fait être positif. Et étant donné que l'analyse graphique me dit que le SP500 est haussier, je vous répète au quotidien que les US sont haussiers et que tant qu'ils sont haussiers, ils peuvent aller chercher leur plus haut historique et les dépasser. Mais comprenez bien qu'il n'y a absolument rien de paradoxal entre d'une part
envisager de nouveaux plus hauts historiques aux États-Unis dans les trimestres qui viennent, pour ensuite, avec un retournement macroéconomique, constater un éventuel retournement sur nos graphiques. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'il y a le court terme, le moyen terme, le technique et le fondamental. Et si vous voulez bien comprendre le scénario que j'ai en tête en termes de fondamentaux, vous allez sur la chaîne de CMC Market, notre chaîne YouTube. Et dans la rubrique webinaire thématique de CMC Market, vous avez un webinaire d'1h30 ici que j'ai fait avec Véronique Riche-Flores sur l'évaluation des risques et les impacts d'une récession sur le reste du monde. Donc, je vous invite vraiment à voir cette vidéo. On avait fait cette vidéo au mois de mai, alors que les chiffres économiques étaient en train de s'améliorer, alors que tout le monde disait que les taux allaient être montés aux États-Unis, alors que les membres de la Fed étaient tous très contents des derniers développements. Et pendant cette vidéo, alors qu'on était vraiment au top du top surtout, je vous ai expliqué avec Véronique que les chiffres sont sur des hauts de cycle, qu'on est sur des points bas sur le chômage, qu'il aurait fallu que les taux soient relevés plus de fois, qu'il y a de nombreux indicateurs comme les résultats d'entreprise qui mettent très longtemps à se retourner et qui le font progressivement. Et en plus, ce sont des choses qui sont un petit peu, comment dire, les actions américaines sont très soutenues par les programmes de rachat des sociétés de leurs propres titres, les fameux programmes buyback. C'est-à-dire que les sociétés ont du cash et au lieu de l'investir, de faire des rachats de sociétés, des investissements, ils rachètent leurs propres actions. Donc en fait, alors que les fondamentaux des sociétés américaines se détériorent au fur et à mesure, les cours des actions américaines, elles, sont au plus haut. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas baisser. Ça veut juste dire que depuis des mois, on empêche l'inéluctable, c'est-à-dire une correction, puisque les résultats étaient moins bons que d'habitude et donc ça devait théoriquement peser sur le marché action. Sauf qu'avec l'action des banquiers centraux en soutien et l'action des sociétés qui rachètent leurs propres titres, malgré des mauvais résultats, on est resté sur les plus hauts annuels et historiques. Mais attention, cela ne dure qu'un temps. Les banquiers centraux ne peuvent pas racheter indéfiniment. Les sociétés n'auront pas du cash indéfiniment pour manipuler le cours de leurs actions. Donc, gardons à l'esprit qu'à moyen terme, un retournement est potentiellement en train de se faire sur l'économie américaine et cela pourrait se faire sentir sur l'économie européenne par la suite. Néanmoins, à court terme, continuons semaine par semaine d'étudier ces chiffres américains. Dans le papier que j'ai écrit hier, je vous explique que je m'attends potentiellement à un bon chiffre américain et je vous explique que je ne serai absolument pas étonné de voir des nouveaux plus hauts historiques se faire aux États-Unis et que les résultats d'entreprise au deuxième trimestre seront un catalyseur d'importance. Donc voilà, je ne serai absolument pas étonné, je l'ai dit dans beaucoup d'interviews, dans beaucoup d'articles, je ne serais pas étonné que grâce au soutien des banquiers centraux, aux manipulations des cours d'entreprise et aux chiffres qui s'améliorent sensiblement à court terme, les indices américains aillent faire des plus hauts historiques. Mais ça ne change absolument rien au moyen terme, au fait qu'on est surévalué, au fait que les banquiers centraux devront bien à un moment trouver un moyen de dégonfler leur bulle d'endettement. Et ça, pour l'instant, des solutions, on n'en a pas beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors Antoine me dit merci beaucoup pour votre pédagogie, votre vision des marchés. La conférence avec Véronique était super. Mais écoutez Antoine, content que cela vous ait plu. J'essaye en fait de faire en sorte de vous donner tous les outils nécessaires pour pouvoir affronter ces marchés. Il est légitime d'être baissier fondamentalement sur l'Europe, mais quand on revient sur des supports majeurs comme les 4000 points en Europe, sur le CAC, si les banquiers centraux sont là, il n'y a pas de raison que cela casse. Si au contraire un jour on voit une cassure de la zone des 3900-4000 points alors que les banquiers centraux sont en soutien, là il sera temps de se poser des questions. Donc pour moi les marchés européens sont des marchés baissiers,
et c'est d'ailleurs pas pour moi, c'est l'analyse technique qui le dit. Depuis un an, les marchés européens sont baissiers, donc théoriquement, tout rebond majeur des indices européens peut être vendu dans le sens de la tendance, a priori, théoriquement. Donc voilà, on a eu une chute du CAC 40 en début d'année. Souvenez-vous, hein, re-regardez mes émissions de début d'année. En début d'année, on est allé à 3009 et ensuite on a rebondi pendant plusieurs semaines. Et je vous ai dit plein de fois que l'objectif haussier de la remontée des cours en début d'année, c'était de revenir chercher le gap annuel, compris entre 4580 et 4640 points. Qu'est-ce qu'on a fait en avril? On est allé chercher 4580, on a chuté de 350 points. Qu'est-ce qu'on a fait en avril, donc en mars puis en avril? On est allé chercher les 4610 et on a reperdu 350 points. Et même chose en juin, on est revenu sur 4550 et de nouveau on a chuté. Donc vous voyez vraiment cette zone des 4005-4007, c'est la zone de résistance majeure et sous cette zone-là, les vendeurs à chaque fois ont repris la main et puis le Brexit enfin a engendré une chute des cours. Mais la zone des 3900-4000 points, à l'inverse, c'est une zone majeure de soutien. C'est une zone qui date de 2014 et de 2013. Et tant que cette zone-là tient et tant que les banquiers centraux la défendent, eh bien, il n'est pas question de chuter plus bas. Donc, vous l'aurez compris, 4000, c'est la zone soutenue par les banques. 4006, c'est la zone vendue par tous les opérateurs parce que ça correspond à des niveaux de valorisation élevés. Et on continue comme ça de faire du ping-pong entre ces bornes avec une sorte de zone pivot entre 4250 et 4300 points. Et on peut très bien continuer cela pendant des mois, voire même jusqu'à la fin de l'année, avant que les fondamentaux de moyen long terme prennent le pas et qu'ils nous emmènent soit vers 4008-5000, soit au contraire vers les 3600, voire les 3000 points, s'il devait y avoir un bear market. Donc ce qu'on peut constater quand même ces derniers mois, c'est qu'il y a eu des problèmes avec l'Italie, il y a eu des problèmes avec la Grèce, il y a eu des problèmes avec le Brexit, il y a eu des problèmes avec le pétrole. Malgré tout, les indices, pour l'instant, plient mais ne rompent pas. Donc à court terme, tant que les indices tiennent ces zones de prix-là, je continuerai de défendre ce que nous dit l'analyse technique. À court terme, l'analyse technique nous dit que tant que les supports tiennent, on peut remonter plus haut. Et en fait, j'essaye de faire un suivi de la hausse jusqu'au plus haut possible. Et puis quand on reviendra sous des résistances majeures, 4002, 4003 ou 4005, si on voit des beaux échecs se faire sur ces zones de prix-là, eh bien là, on pourra éventuellement parler de scénario baissier, de stratégie baissière. Voilà. Comprenez bien qu'il y a un temps pour tout, des zones d'achat, des zones de vente, à moyen terme une latéralisation, des banques centrales en bas, les fondamentaux qui bloquent en haut, et tant qu'il n'y a pas un catalyseur suffisamment puissant pour changer la donne, eh bien c'est avec ces principes-là qu'on peut analyser les marchés actuels. Pascal dit quelle perspective sur le secteur bancaire et les assureurs. Alors Pascal, le secteur bancaire, ça fait un an qu'il est dans la tourmente. Les volumes des fusions et acquisitions sont moyens. Les volumes sur les marchés en trading sont faibles. Les taux sont au ras des pâquerettes ou en négatif et donc ça pèse sur les résultats des bancaires. Donc je ne vois pas dans les semaines, les mois ou les trimestres qui viennent ce qui pourrait s'améliorer pour le secteur bancaire. Donc étant donné que la majorité des banques européennes perdent entre 30 et 40% depuis le début de l'année, étant donné qu'elles ont perdu 70% en Italie, bien évidemment, il y a un moment où le potentiel baissier s'avère restreint. Est-ce pour autant que le secteur bancaire est attractif? Est-ce pour autant qu'il faut acheter des bancaires? Ça, franchement, à chacun son avis. Pour ma part, fondamentalement parlant, vu tout ce que je vois se passer sur les marchés, vu l'implication que ont chaque décision politique de taux, etc. sur le secteur bancaire, et vu la tendance des taux, pour l'instant, je ne vois aucune nouvelle à l'horizon sur les bancaires. Donc oui, quand elles sont survendues, qu'elles sont baissières, qu'elles arrivent sur des supports majeurs, il peut y avoir des rebonds techniques qui se mettent en place. Mais sinon, ça reste un secteur complètement sous pression.
Manuel dit, donc si j'ai bien compris, pour toi le support de l'euro-dollar il est à 1,1020, c'est ça Manuel, à court terme, la zone des 1,10, 1,1020 tente de tenir, vous voyez qu'on y est depuis tout à l'heure et que ça casse pas franchement. Si on casse cette zone des 1,10 et qu'on accélère, on pourrait revenir vers les 1,0910, les plus bas du Brexit. Si au contraire on arrive à tenir les 1,10, 1,1020, on pourrait remonter vers les 1,11. René nous dit, bonjour Nicolas, avez-vous des nouvelles sur les décisions du Sénat sur les CFD? Alors non René, je n'ai pas d'informations à ce sujet. Thierry nous dit, à quoi peut ressembler un catalyseur pour un bear market? Une faillite de banque, point d'interrogation. Exactement Thierry. Si demain on a des fonds d'investissement en Chine qui déraillent, s'il y a une bancaire chinoise qui est sous pression de prêts non remboursés, de prêts toxiques, ça peut inquiéter les marchés. Si une société comme Deutsche Bank qui a un risque systémique fort d'après les autorités américaines et de nombreux analystes, si une société comme Deutsche Bank devait se retrouver en situation de faillite, eh bien ça pourrait être un nouveau Lehman Brothers. Le problème, si vous voulez, c'est que c'est trop téléphoné, Thierry, à court terme. On sait que les bancaires vont pas bien, on sait que les bancaires sont sous pression, donc il manque l'effet de surprise. Si vous analysez les chutes historiques des marchés actions en 1987, en 2000 ou encore en 2008, à chaque fois vous avez eu un élément exogène, un facteur inattendu qui est venu déstabiliser complètement les marchés. Là, à court terme, moyen terme, on sait que la croissance mondiale est en baisse, on sait qu'elle est en baisse aux États-Unis et que les résultats d'entreprise sont moins bons, on sait que l'Europe est dans une reprise très molle, on sait que la Chine est dans un ralentissement, on sait que les bancaires ne vont pas bien, que le Brexit va engendrer de l'incertitude en Europe, mais tout ça, on le sait. Tout le monde le sait. Et quand tout le monde sait ce qui pourrait être problématique et que malgré tout on tient les supports et qu'on remonte, eh bien ça veut dire que les marchés ont pris en considération une certaine prime de risque par rapport à tous ces facteurs baissiers, mais malgré tout décident de se placer à l'achat et de faire monter les actions et les indices. Donc pour le moment, on n'a pas de facteur de déclencheur fortement baissier, d'autant plus qu'en parallèle, à chaque fois qu'on a un problème, eh bien, il y a les banquiers centraux qui sont là pour soutenir. Olivier nous dit, merci pour la sérénité de vos explications devant les mouvements de marché, le stress étant le pire ennemi en trading. Effectivement, Olivier, il y a le stress d'une part et puis il y a la cupidité et l'envie de trader d'autre part. Typiquement, on est vendredi, c'est la dernière séance de la semaine, c'est une statistique qui engendre de la volatilité. On n'a pas forcément à être en position avant ou à prendre en position juste après le NFP. Ce qui est bien avec le NFP, c'est qu'il est publié à 14h30. À 15h30, les US arrivent et vont soit engendrer des prises de bénéfices par rapport au mouvement initial haussier sur les indices, soit confirmer ce mouvement haussier en accélérant à la hausse. Ensuite, à 17h30, la close européenne et puis à 22h, la close américaine. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir si les supports ont tenu, s'il y a eu des cassures sur l'euro-dollar, si l'or s'est replié peu ou beaucoup. Et toutes ces informations qui nous sont données, eh bien, ça nous permettra la semaine prochaine de pouvoir intervenir un peu plus sereinement avec des plans sur les niveaux clés que nous permet de déceler l'analyse technique. Le fait que les États-Unis aient créé plus de 280 000 emplois ce mois-ci, enfin le mois dernier, nous laisse entendre que le mois de mai, les 38 000 créations d'emplois, c'était un petit accident de parcours. Donc ça veut dire que le discours de la Fed, de nouveau, pourrait être un petit peu moins accommodant. Et c'est ce qui fait donc que le dollar s'est raffermi. Le dollar est monté car justement les estimations de hausse de taux vont monter. Et c'est ce qui fait pression à court terme sur l'or et sur l'euro-dollar notamment. Donc voilà, on va, grâce à cette séance et à la clôture de ce soir et à cette statistique, avoir des informations nécessaires pour pouvoir attaquer les marchés dès lundi prochain quand on reviendra devant nos graphiques.
Eh bien écoutez, voilà, on a fait 45 minutes d'émission. Je pense qu'on avait bien décrypté ce qu'il pouvait se passer et ce qu'il s'est passé. Donc on a eu une hausse des indices et une hausse du dollar dans des proportions gardées. On a une stabilisation horizontale de l'euro, on a une stabilisation horizontale de l'or. On a le pétrole quand même, et c'est une bonne chose, qui tente de reprendre du poil de la bête. Comme je l'ai expliqué ce matin dans la matinale, ces dernières séances ont travaillé la zone des 45,75 et c'est un niveau qu'on a cassé hier. Si on arrivait à reprendre ce support en cours de clôture aujourd'hui, ça annihilerait le signal baissier donné hier. Ça donnerait donc plus de pertinence à cette oblique que j'ai tracée qui passe par tous les plus bas. Et donc, ça voudrait dire que tant qu'on est au-dessus des 45 $, eh bien, le pétrole peut rester recherché, peut repartir potentiellement à la hausse, contrairement au signal baissier qui avait été donné hier. Voilà, parfois il y a un signal potentiel qui vous est donné une séance, mais parce que le lendemain c'est une statistique d'importance, le dernier jour de la semaine, le dernier jour du mois, etc., eh bien le signal peut aussi être annihilé, être contrecarré. Donc je vous expliquais que c'était un scénario plausible ce matin, et pour le moment ça a l'air de prendre forme. Eddy me dit bonjour, parlez-vous du DAX ou c'est la copie du CAC? Exactement, Eddy, vous l'aurez compris, c'est la copie du CAC 40. On va le regarder quand même pour vous faire plaisir. Je vais repasser sur ma configuration habituelle de la matinale. Et donc le DAX, il est là, en hausse de plus de 2%. Donc le DAX, depuis 4 mois, est dans un range horizontal. Suite au Brexit, il est revenu tester son range. Il a tenu le bas de son range. Il est remonté très fort la semaine dernière, anticipant des actions de banque centrale. Les banquiers centraux ne sont pas intervenus, l'Italie et les bancaires ont fait peur, donc on a rebaissé en début de semaine. Mais vous voyez que mercredi, on a touché le support, on l'a tenu. Donc jeudi, je vous ai expliqué que les acheteurs pouvaient potentiellement reprendre la main, c'est ce qu'ils ont tenté de faire. On est revenu tester les supports ce matin et les acheteurs ont finalement réussi à reprendre la main. Donc là, à très court terme, on vient de prendre 250 points sur le DAX en séance. Il ne serait pas étonnant, on a même pris 300 points pratiquement entre le plus bas et le plus haut, donc il ne serait pas étonnant de voir l'indice se stabiliser. Tant que les US tiennent, on peut se stabiliser, mais vraiment tenter de se stabiliser sur les plus hauts. Vous voyez que le DAX est plus ou moins dans un petit range à court terme. J'ai 2 niveaux de résistance très clairs sur le DAX. Le premier ici, à 9720. Les plus hauts du jour du Brexit, les plus hauts du 17 juin, et puis le cours d'ouverture du lundi 13 juin, donc c'est un beau niveau. Et juste au-dessus de ce niveau, on a la résistance des 9800 points que l'on a touché lundi et sous laquelle on a reflué. Donc voilà, à moyen terme, moyen long terme, le DAX est baissier depuis un an, puis plus d'un an. Mais depuis le début de l'année 2016, si on enlève la frayeur du mois de février, on est dans un range et on est sur la borne basse du range. Et sur la borne basse d'un range, quand cette dernière tient, eh bien, les acheteurs prennent potentiellement la main. Alors Anil me dit, regarde l'euro-dollar, il a l'air de se retourner. Effectivement, j'ai vu cela avant de fermer la fin de ma plateforme sur la partie overview. J'ai l'impression que le chiffre est bon, qu'il aide les indices à grimper, qu'il va faire potentiellement remonter les estimations de hausse de taux aux États-Unis, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait très rapidement. Donc vous voyez, le dollar a été recherché à très court terme parce que le chiffre était très bon, mais par la suite, on se stabilise et on ne casse pas les supports. Donc sur l'euro-dollar, je vous avais bien expliqué que si on ne cassait pas les indices 20, on pouvait très bien remonter vers les 1,11 et se stabiliser. Je pense que c'est parce que les opérateurs partent du principe que la Fed, juste grâce à ce chiffre-là, ne va pas dire on montera les taux le mois prochain. Voilà, donc ça ne change pas la donne à très très court terme. Mais bon, je pense quand même que c'est un facteur qui va être de bon augure pour la suite, qui va être de bon augure pour les hausses de taux potentielles. Une deuxième raison qui pourrait faire que le dollar américain rebaisse, ce sont des prises de bénéfices de fin de semaine.
Il y a pas mal d'opérateurs qui avaient acheté du dollar pour se couvrir quand les indices européens étaient sous pression en ce début de semaine. Et depuis, les indices européens se tiennent et remontent aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle peut-être que certains opérateurs qui avaient acheté des dollars pour se couvrir les revendent. Et c'est ce qui fait que le mouvement haussier du dollar à très court terme est contrebalancé par des prises de bénéfices de fin de semaine. Il y a parfois des mouvements comme ça qui peuvent nous paraître un petit peu erratiques et particuliers. Et en fait, c'est dû au fait qu'on est en fin de semaine et qu'il y a des gérants qui vont ajuster leur exposition de leur portefeuille. Manuel me dit: je te suis depuis tes premiers pas, rien à dire, un grand merci pour tes analyses. Eh bien écoutez Manuel, je me souviens vous avoir vu, et en tous les cas qu'on a discuté à plusieurs reprises, et ce depuis plusieurs années. Et donc je suis très content que vous ayez répondu à certains de mes messages sur Twitter et que vous soyez là pour cette émission. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On va aller regarder un petit peu l'actualité. Donc pour le moment, on a des indices européens et des indices américains qui remontent. On a le dollar qui a eu une petite poussée haussière, mais sur lequel on assiste à des prises de bénéfices. Donc on a eu un mouvement baissier sur l'euro et sur l'or, puis là on se stabilise. Donc voilà, on ne devrait peut-être pas avoir de grosses volatilités, de gros décalages à venir en cette fin de séance sur le dollar américain. C'est peut-être juste une stabilisation. Quant aux indices, pour le moment et jusque nouvel ordre, tant que les supports tiendront, eh bien, on peut continuer potentiellement de grimper. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de séance, un très bon week-end, je l'espère ensoleillé pour tous. Espérons également une victoire de la France contre le Portugal. Voilà. Enfin, un petit peu de soleil, un petit peu de bonnes nouvelles pour les Français, ça fait du bien, profitons-en. Je vous souhaite à tous donc une bonne fin de séance. Je vous dis à très bientôt et j'espère retrouver un maximum d'entre vous lundi matin à 10h pour la matinale. Au revoir à tous.